Le 14 juin 1800, à 15 heures, l'histoire de France s'arrête. Sur la plaine italienne de Marengo, tout est fini. L'armée française est en lambeaux, brisée, humiliée. Les soldats de la République fuient par milliers, piétinant leur propre drapeau dans la boue. Le futur empereur, Napoléon Bonaparte, n'est à cet instant qu'un général vaincu, le visage couvert de poussière et de honte, regardant son destin s'effondrer sous le feu de l'artillerie autrichienne. À Vienne, on célèbre déjà la fin de la Révolution française. Les courriers partent pour annoncer à l'Europe entière que le petit Corse est anéanti. Pourtant, le soleil ne s'est pas encore couché. Et dans le fracas de la débâcle, un homme, un seul, refuse le verdict du destin. Il n'est pas venu pour se rendre, il n'est pas venu pour survivre, il est venu pour offrir à la France le plus incroyable retournement de situation de son histoire militaire. Cet homme va transformer une déroute totale en triomphe absolu en moins d'1 heure. Il va sauver la tête de Bonaparte, sauver le consulat et paver la voie vers l'Empire. Mais le prix à payer sera le sacrifice ultime. Voici l'histoire du général Dessaix, l'homme qui a offert sa vie pour que Napoléon devienne une légende. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la chance de Bonaparte. Ce jour-là, la chance avait un visage, un sabre et un nom. Bienvenue dans la fureur de Marengo. Pour comprendre l'ampleur du miracle qui va se produire, il faut d'abord mesurer la profondeur de l'abîme dans lequel la France est en train de tomber. Car ce 14 juin, Napoléon ne joue pas simplement une bataille pour un territoire. Il joue sa tête. Nous sommes 6 mois seulement après le coup d'État qu'il a porté au pouvoir. À Paris, le sol est instable. Les royalistes complotent dans l'ombre. Les jacobins attendent la moindre faux pas pour reprendre la guillotine. Le premier consul est un colosse aux pieds d'argile. Sa légitimité ne repose que sur une seule chose, la victoire. S'il revient de cette campagne d'Italie vaincu, il sera destitué, exilé ou fusillé. La France a besoin de gloire pour oublier le chaos de la Révolution, et Bonaparte a promis cette gloire. Mais l'aigle a commis une erreur fatale, une erreur d'orgueil, aveuglé par ses succès passés, persuadé que le vieux général autrichien Mélas est terrifié et cherche à fuir vers Gênes. Bonaparte a violé la règle d'or de la guerre. Il a dispersé ses forces face à un ennemi regroupé. C'est l'erreur qui ne pardonne pas. Persuadé que l'ennemi se dérobe, il a envoyé ses meilleures divisions aux 4 vents pour couper une retraite qui n'existait que dans son imagination. Et c'est là que le drame se noue. Une tragédie grecque sous le soleil de plomb de l'Italie. Parmi les troupes qu'il a éloignées, il y a la division du général Boudet, commandée par son meilleur ami, son frère d'armes, le général Dessaix. Dessaix, le héros de la campagne d'Égypte, celui que les Mamelouks appelaient le sultan juste. Dessaix vient tout juste de revenir de l'Orient. Il a bravé la quarantaine, les tempêtes et les pirates anglais pour rejoindre Bonaparte. Et quelle est sa récompense? Un ordre de marche vers l'inutile. La veille de la bataille, le 13 juin, Napoléon l'envoie vers le sud, loin, très loin du champ de bataille, persuadé que le danger est ailleurs. Dessaix obéit, mais le cœur lourd. Il a un mauvais pressentiment. Il confie à ses aides de camp. Le premier consul ne se bat plus. Il fait de la politique. Il nous envoie promener alors que l'ennemi est là. Il marche vers l'isolement, emportant avec lui 6000 hommes d'élite, 6000 hommes qui vont cruellement manquer quelques heures plus tard. Au petit matin du 14 juin, le piège se referme. Ce n'est pas une armée en fuite que les Français découvrent, c'est un mur d'acier. Les Autrichiens n'ont pas peur. Ils sont 30 000,
appuyé par 100 pièces de canon, prêtes à écraser les 22 000 Français, restant qui n'ont, eux, qu'une quinzaine de canons utilisables. Le rapport de force est terrifiant. 1 contre 2 en infanterie, 1 contre 7 en artillerie. C'est un suicide mathématique. À 9 heures du matin, l'enfer se déchaîne. Les Autrichiens franchissent la rivière Bormida sur 3 ponts. C'est une marée blanche, la couleur de l'uniforme autrichien, qui inonde la plaine. La surprise est totale. Les troupes françaises, qui préparaient leur soupe ou nettoyaient leurs armes, sont fauchées par une grêle de boulets. La terre tremble sous les sabots de la cavalerie impériale. Mais le soldat français, de l'an 1800, n'est pas un soldat ordinaire. C'est un vétéran, un survivant, un homme qui a marché pieds nus dans la neige et le sable brûlant. Malgré la surprise, malgré l'infériorité numérique écrasante, la ligne française tient. C'est le début d'une résistance héroïque, presque surhumaine. Le général Lannes, futur maréchal d'Empire, et le général Victor organisent la défense. Ils reculent, pas à pas, mètre par mètre, faisant payer chaque centimètre de terrain au prix fort du sang autrichien. Imaginez la scène. La fumée est si épaisse qu'on ne voit pas à 10 pas. Le vacarme est tel que les ordres hurlés ne s'entendent plus. On se bat à l'instinct. Les carrés d'infanterie française sont comme des îlots de granit au milieu d'un océan de cavalerie ennemie. Ils reçoivent la charge, baïonnette, au canon, sans ciller. Mais l'artillerie autrichienne est impitoyable. Elle laboure les rangs. Les boulettes tracent des sillons sanglants dans les masses compactes. Bonaparte, arrivé précipitamment sur le front, comprend l'ampleur de son désastre. Il est pâle, ses traits sont tirés. Il voit ses bataillons fondre comme neige au soleil. Il engage sa réserve, la fameuse garde consulaire, l'ancêtre de la vieille garde. 800 grenadiers, à pied, l'élite de l'élite. On leur demande de tenir le centre pour empêcher l'armée d'être coupée en deux. Et ils tiennent. Ils forment un carré parfait, imperturbable sous la mitraille. Les cavaliers autrichiens chargent encore et encore, venant s'empaler sur ce hérisson d'acier. Pendant des heures, ces 800 hommes vont focaliser la fureur de toute l'armée autrichienne. On raconte qu'ils ressemblaient à une redoute vivante, une forteresse de chair et d'os, mais une forteresse qui s'effrite. Sur 800, il n'en restera bientôt que 200 debout. Midi sonne. Le soleil est au zénith, écrasant de chaleur. La situation devient désespérée. Les munitions manquent. Les hommes n'ont plus de poudre. Ils se battent à l'arme blanche, à coups de crosse, à coups de pierre. La division de Lannes est en lambeaux. Elle a tenu 3 heures face à des forces 4 fois supérieures. Mais le courage ne remplace pas les effectifs. L'armée française commence à craquer. Ce n'est plus une retraite stratégique, c'est le début de la fin. Les rangs se disloquent, les blessés sont abandonnés. La panique, ce poison mortel des armées, commence à s'infiltrer dans les cœurs. Les Autrichiens, sentant l'odeur de la victoire, redoublent de violence. Leurs tambours battent la charge sur toute la ligne. À cet instant précis, Napoléon sait qu'il a perdu. Il est assis sur le bord d'un fossé, frappant machinalement le sol avec sa cravache. Autour de lui, son état-major est silencieux, pétrifié. Ils savent tous ce qui les attend à Paris. La chute, la disgrâce, peut-être la mort. L'empereur, en devenir, regarde sa carte, cherchant une solution qui n'existe pas. Il ne lui reste plus de réserve, plus de cavalerie fraîche, plus de canons. Il est seul face au destin. Il envoie alors des messages désespérés. Des officiers partent au grand galop dans toutes les directions, porteurs d'un ordre griffonné à la hâte,
taché de boue et de sueur. Le message est simple, tragique. Revenez. Au nom de Dieu, revenez. L'armée est anéantie. Ces messagers foncent vers l'inconnu, espérant trouver les divisions dispersées, espérant trouver Desailles. Mais Desailles est parti loin, trop loin, pense-t-on. Il est 14 heures. Le champ de bataille est un charnier. La plaine de Marengo est couverte de cadavres bleus et blancs. Le général autrichien Mélas, un vieillard de 71 ans, est épuisé mais triomphant. Il a vu les Français reculer sur plusieurs kilomètres. Pour lui, l'affaire est pliée. La France est vaincue. Il est tellement certain de sa victoire qu'il commet l'irréparable. Il quitte le champ de bataille. Il rentre à son quartier général, à Alexandrie, pour rédiger les bulletins de victoire et, surtout, pour dormir. Il laisse le commandement de la poursuite à son chef d'état-major, le général Zach. C'est une image saisissante. Le vainqueur va faire la sieste, laissant ses soldats achever un ennemi qu'il croit mort. À Vienne, les cloches commencent peut-être déjà à sonner. L'Europe monarchique respire. La révolution est enfin écrasée. Du côté français, c'est l'agonie. La retraite se fait le long de la route de San Giuliano. C'est une foule hagarde, poussiéreuse, assoiffée. Les officiers tentent de rallier les hommes, de reformer des semblants de compagnie. Mais l'espoir a déserté les rangs. Napoléon chevauche au milieu de ses troupes en déroute. Il ne dit rien. Que pourrait-il dire? Il a joué et il a perdu. Il pense sans doute à l'histoire, à la manière dont elle jugera cette journée. Bonaparte, le vaincu de Marengo. Voilà ce qu'on écrira sur sa tombe. Mais l'histoire est une matière vivante, capricieuse, qui se joue parfois à quelques secondes, à une intuition, à une oreille tendue vers l'horizon. Car pendant que Napoléon sombre dans le désespoir, à des kilomètres de là, quelque chose se passe. Une décision est prise, une décision qui ne vient pas d'un ordre reçu, mais d'une désobéissance sublime. Le destin de la France ne se joue plus sur le champ de bataille principal, mais sur une route boueuse, au milieu de nulle part, où une colonne de soldats marche dans la direction opposée au combat. À leur tête, un homme s'arrête soudainement. Il lève la main. Il fait taire ses officiers. Il écoute. Au loin, très loin, un grondement sourd fait vibrer l'air, comme un orage d'été, mais régulier, rythmé, terrible. Le tonnerre des canons. Desailles entend la voix de la mort qui l'appelle. Il est alors face à un dilemme terrible. Ses ordres sont clairs. Marcher vers nos vies, s'éloigner du bruit. Obéir, c'est couvrir ses arrières, c'est respecter la hiérarchie, c'est la sécurité. Désobéir, c'est risquer la cour martiale si son intuition est fausse. Mais Desailles n'est pas un bureaucrate en uniforme. C'est un guerrier. Il sort sa montre, regarde l'heure, écoute encore le vent qui porte l'écho de la mitraille. Il se tourne vers ses aides de camp, le visage illuminé par une certitude absolue. Il n'attend pas de messager, il n'attend pas d'ordre écrit. Il sait que ses frères meurent. Il hurle alors l'ordre qui va changer le monde. Demi-tour, marche au canon. C'est un moment de pure grâce militaire. 6000 hommes font volte-face comme un seul corps. Ils oublient la fatigue, ils oublient la chaleur. Ils savent qu'ils marchent vers l'enfer, mais ils y vont au pas de course. Desailles galope en avant, devançant sa propre troupe. Il vole littéralement au secours de Bonaparte. Il traverse les campagnes, coupant à travers champs, guidé par le seul bruit de la fureur. Sur le champ de bataille, la situation est critique. Les Autrichiens préparent l'estocade finale. Ils forment une colonne d'attaque massive, 6000 grenadiers hongrois, l'élite de l'armée impériale.
pour percer définitivement ce qui reste du centre français. Si cette colonne passe, l'armée de Bonaparte sera coupée en deux et anéantie. Il est 15 heures passées. Le soleil commence à décliner, tout comme l'étoile de Napoléon. C'est alors que les premiers cavaliers de Dessayes apparaissent à l'horizon, dans un nuage de poussière. Napoléon les voit à la longue vue. Il n'ose y croire. Est-ce l'ennemi qui les prend à revers? Est-ce la fin définitive? Non, ce sont des uniformes bleus. C'est Desaix. L'arrivée du général est digne d'une apparition divine. Il arrive couvert de boue, son cheval, écumant. Il trouve un Bonaparte accablé, entouré d'états-majors silencieux. Le silence sur cette colline contraste avec le vacarme de la bataille en bas. Les deux hommes se regardent. L'un a la honte dans les yeux, l'autre a le feu. Napoléon, la voix brisée, lui explique la situation, lui montre le désastre. Il attend peut-être une réprimande ou une confirmation que tout est fini, qu'il faut organiser la retraite pour sauver ce qui peut l'être. Desaix tourne son regard vers la vallée. Il observe la fumée, les positions autrichiennes qui avancent victorieuses, les Français qui reculent. Il sort sa montre de gousset, regarde le cadran avec un calme olympien qui tranche avec la panique ambiante. Ce moment est suspendu dans le temps. C'est la seconde où l'histoire retient son souffle. Il referme sa montre avec un claquement sec, lève les yeux vers le futur empereur et prononce ces mots qui résonnent encore à travers les siècles. La bataille est complètement perdue. Un silence de mort s'installe. Même Desaix le dit, mais il sourit. Une lueur féroce s'allume dans son regard. Il ajoute aussitôt, mais il n'est que 15 heures. Nous avons encore le temps d'en gagner une autre. Ces mots agissent comme un électrochoc. Nous avons le temps d'en gagner une autre. Ce n'est pas une bravade, c'est un plan de bataille. En une phrase, Dessayes vient de balayer la défaite. Il ne propose pas de sauver les meubles, il propose d'écraser l'ennemi. L'énergie change instantanément de camp. Bonaparte, qui était abattu, se redresse. Il retrouve son génie, son audace. La présence de Desaix a suffi pour que l'armée entière, du simple soldat au général en chef, retrouve sa colonne vertébrale. Mais les mots ne suffisent pas face au canon. Il faut agir, et vite. La stratégie s'improvise en quelques secondes, dans la poussière et l'urgence. Desaix prend le commandement de l'attaque. Il a ses 6000 hommes frais, sa 9e légère, des soldats d'élite qui n'ont pas encore tiré une seule cartouche. Son plan est d'une audace folle. Il va charger droit dans la gueule du loup, frontalement, contre la colonne victorieuse des grenadiers autrichiens. Pendant ce temps, Napoléon rassemble les débris de son artillerie. Le général Marmont parvient à réunir 18 canons. C'est peu, mais s'ils tirent tous ensemble, au même moment, au même endroit, cela peut créer une brèche. C'est la théorie de la grande batterie que Napoléon perfectionnera plus tard, mais qui naît ici, dans l'improvisation du désespoir. Tout est prêt. Les troupes de Dessayes sont dissimulées derrière une légère crête, invisible aux yeux des Autrichiens. L'ennemi avance, confiant, musique en tête, persuadé de marcher sur des cadavres. Il ne se doute pas qu'il marche sur un volcan prêt à entrer en éruption. Soudain, le signal est donné. L'artillerie de Marmont tonne. 18 bouches à feu crachent la mitraille, à bout portant sur la colonne autrichienne. L'effet est dévastateur. La surprise est totale. Les rangs serrés des grenadiers hongrois sont tachés, disloqués. La musique s'arrête net, remplacée par des cris d'horreur. Et avant même que la fumée ne se dissipe, l'ordre retentit. En avant. Desaix surgit de la crête, à la tête de ses hommes. Il ne dirige pas de l'arrière. Il mène la charge, sabre au clair. C'est une vague bleue qui déferle sur les blancs.
La 9e légère percute l'ennemi avec une violence inouïe. C'est à cet instant précis, au sommet de la gloire, au moment où la bascule s'opère, que le destin prélève sa dîme. Dessay est en première ligne, trop exposé, trop brave. Une balle, une seule, tirée au hasard dans la mêlée, le frappe en plein cœur. Le général s'effondre de son cheval, sans un cri. Il tombe dans la boue italienne qu'il est venu conquérir. Certains disent qu'il est mort sur le coup. D'autres rapportent ces derniers mots, murmurés à un aide de camp qui se précipitait. Allez dire au premier consul que je meurs avec le regret de n'avoir pas assez fait pour la postérité. Phrase sublime, peut-être trop belle pour être vraie, mais qui résume l'âme du personnage. Il ne pleure pas sa vie, il pleure la gloire qu'il n'aura pas le temps d'acquérir. Mais sa mort, loin d'arrêter l'élan français, va le décupler. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les rangs. Ils ont tué Dessay. Ce n'est plus une bataille, c'est une vendetta. Les soldats sont pris d'une rage folle. Ils ne se battent plus pour la stratégie ou pour la République. Ils se battent pour venger leur père, leur héros. Ils se jettent sur les Autrichiens avec une sauvagerie qui terrifie l'ennemi. Les baïonnettes travaillent au corps à corps. La fureur française est inarrêtable et le coup de grâce arrive. Kellermann, le fils du vainqueur de Valmy, observe la scène avec ses 400 cavaliers lourds. Il voit la colonne autrichienne vaciller sous l'impact de Dessay. Il voit la confusion, il voit le flanc de l'ennemi exposé, c'est l'instant de génie. Sans attendre d'ordre, il lance sa cavalerie au galop. C'est une charge d'anthologie. 400 cavaliers sabrent 6000 hommes. Ils traversent la colonne autrichienne de part en part, la coupant en deux, puis font demi-tour et chargent à nouveau. Les grenadiers hongrois, l'élite de l'armée impériale, sont pris en sandwich entre la rage de l'infanterie de Dessay et les sabres de Kellermann. La panique change de camp. En quelques minutes, l'armée autrichienne victorieuse se désintègre. Ceux qui, une heure plus tôt, marchaient en vainqueurs, jettent leurs armes et fuient. Le général Zach, celui qui remplaçait Mélas, partit dormir, est capturé au milieu de ses troupes. C'est la débandade totale. Les Français, épuisés mais ivres de vengeance, poursuivent les fuyards jusqu'à la nuit tombée. Le soir tombe sur Marengo. Le silence revient peu à peu, seulement troublé par les plaintes des blessés. La victoire est totale. L'armée autrichienne a perdu la moitié de ses effectifs, ses canons, ses drapeaux. L'Italie est reconquise en une soirée. Bonaparte est sauvé. Son pouvoir est consolidé pour toujours. Mais au quartier général, l'ambiance n'est pas à la fête. Napoléon est assis, le regard vide. On lui apporte la nouvelle officielle. Dessay est mort. On a retrouvé son corps dépouillé par des pillards, reconnu seulement à sa longue chevelure. L'homme qui lui a offert sa couronne gît nu dans la terre. Napoléon, l'homme de fer, l'homme qui a vu mourir des milliers de soldats sans ciller, a les larmes aux yeux. Il dira plus tard « Pourquoi ne m'est-il pas permis de pleurer ?» Il sait ce qu'il doit à Dessay. Il sait que sans ce retournement miraculeux, sans cette décision de marcher au canon, l'histoire de Napoléon se serait arrêtée ce jour-là. Il n'y aurait pas eu d'Austerlitz, pas d'Iéna, pas d'arc de triomphe. Tout l'édifice impérial repose sur le sacrifice d'un seul homme. Un après-midi de juin, Dessay devient, instantanément, une figure christique de l'épopée napoléonienne, le martyr de la victoire. Napoléon ordonnera que son corps soit embaumé et transporté au monastère du Grand Saint Bernard, là où l'armée avait franchi les Alpes, pour qu'il repose au sommet de l'Europe, gardien éternel des conquêtes françaises. Mais au-delà de la légende dorée,
Marengo laisse une leçon brutale et magnifique. C'est la leçon de l'instinct offensif. C'est la preuve que rien n'est jamais perdu, tant qu'il reste une volonté pour refuser la défaite. Les Autrichiens avaient gagné tactiquement, numériquement, logistiquement. Ils avaient tout pour eux. Sauf cette étincelle, cette folie française qui consiste à dire « non quand tout dit, c'est fini ». Desaix n'a pas seulement sauvé une bataille. Il a défini l'esprit de la grande armée. Une armée où l'initiative individuelle peut changer le cours de l'histoire, où un général peut désobéir pour sauver son chef, où la mort est acceptée si elle mène à la gloire. Cependant, l'histoire est cruelle. Si Desaix a sa statue, son nom est souvent éclipsé par celui de l'empereur qui l'a servi. On parle du génie de Napoléon à Marengo, en oubliant que ce génie a consisté, ce jour-là, à avoir un ami fidèle prêt à mourir pour réparer ses erreurs. C'est une injustice que nous devons réparer, car la véritable grandeur de la France ne réside pas seulement dans ses chefs d'État, mais dans ses hommes de l'ombre, ses lieutenants, ses soldats, qui au moment décisif font le pas en avant que personne n'attendait. Imaginez un instant si Desaix avait survécu. Avec son talent, son charisme, son sens politique, il aurait pu devenir un rival pour Bonaparte. Certains historiens murmurent de même que sa mort a arrangé Napoléon. Un héros mort est plus facile à gérer qu'un héros vivant. Desaix vivant aurait été le seul maréchal capable de dire non à l'empereur. Sa mort a laissé le champ libre à l'ambition sans limite de Bonaparte. C'est peut-être là le dernier sacrifice de Desaix, s'effacer pour laisser la place au mythe napoléonien. Aujourd'hui, quand on regarde l'Arc de Triomphe, son nom est là, gravé dans la pierre. Mais qui lève la tête pour le lire? Qui se souvient du tonnerre de Marengo? Nous avons oublié que notre histoire est pavée de ces miracles, de ces moments où le destin bascule grâce au courage d'un seul. Nous vivons dans un monde qui a peur du risque, peur du sacrifice. Desaix nous rappelle une vérité dérangeante. La grandeur ne s'achète pas, elle se paie. Elle se paie au prix du sang et de l'audace. Alors, la prochaine fois que vous entendrez dire que tout est perdu, que la situation est désespérée, souvenez-vous de 14 heures à Marengo. Souvenez-vous de cet homme qui regarde sa montre et décide qu'il est temps de gagner. Souvenez-vous que la défaite n'est qu'un point de vue et que la victoire appartient à celui qui refuse de baisser les yeux. Desaix est mort à 31 ans. Il a vécu comme un éclair et il est mort comme le tonnerre. Il incarne cette jeunesse française qui a balayé les vieilles monarchies d'Europe, non pas par la haine, mais par une soif d'absolu. Il est le visage pur de la Révolution, celui qui donne tout et ne demande rien, pas même la vie. Son héritage est là, vibrant, pour qui sait écouter. C'est l'héritage de fer, c'est le refus de la fatalité, c'est la certitude que la France a en elle des ressources insoupçonnées, capables de surgir au moment où on l'attend le moins pour stupéfier le monde. Marengo n'est pas une vieille bataille poussiéreuse. C'est un avertissement éternel à nos ennemis et une promesse éternelle pour nous-mêmes. Tant qu'il restera un Desaix dans le cœur des Français, la bataille ne sera jamais perdue. Et vous? Connaissiez-vous le véritable sauveur de Napoléon? Saviez-vous que l'Empire est né du sang d'un homme qui a désobéi aux ordres pour sauver sa patrie? L'histoire officielle aime les vainqueurs uniques, mais la réalité est une fraternité de héros. Si cette histoire a réveillé en vous quelque chose, si vous sentez cet appel de l'héritage, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous ne faisons pas que raconter le passé, nous forgeons l'esprit de demain avec le fer d'hier. Rejoignez les rangs.
abonnez-vous à l'héritage de fer et dites-nous en commentaire quel autre héros oublié mérite qu'on brise le silence et qu'on lui rende sa gloire. La parole est à vous. Mais il ne suffit pas de gagner sur le terrain pour vaincre dans l'histoire. Il faut encore gagner la bataille de la mémoire. Et c'est là, dans les heures et les jours qui suivent le silence des canons, que se joue une toute autre guerre, moins bruyante, mais tout aussi impitoyable, la guerre pour la paternité de la victoire. Car si Desaix est le sauveur incontesté de l'instant, Napoléon est le maître absolu du récit. Dès le lendemain, alors que les chirurgiens amputent encore à la chaîne dans des granges transformées en boucheries et que l'on enterre les morts dans des fosses communes creusées à la hâte, le premier consul s'attelle à la rédaction du fameux bulletin de l'armée de réserve. C'est un document fascinant, un chef-d'œuvre de propagande politique qui va modeler la perception de Marengo pour les siècles à venir. La réalité, nous l'avons vue. Une défaite cuisante transformée en miracle par l'initiative d'un subordonné et la charge d'un autre. Mais la version officielle que Bonaparte envoie à Paris est bien différente. Il ne peut pas se permettre d'apparaître comme un général surpris, sauvé par la chance. Il doit être le démiurge, celui qui a tout prévu. Dans les premiers brouillons, la vérité affleure encore. Mais très vite, la plume de l'empereur corrige le destin. Dans la version finale qui sera lue sur les places publiques de France, la retraite paniquée du matin devient un mouvement stratégique de repli, savamment calculé, pour attirer l'ennemi dans un piège. L'arrivée de Desaix n'est plus un miracle inespéré, mais l'exécution précise d'un ordre donné la veille. Napoléon réécrit la chronologie, déplace les heures, invente des positions. Il transforme le chaos en une partition de musique parfaitement orchestrée dont il serait le seul chef. C'est une leçon de cynisme politique. Napoléon sait que le peuple veut un héros vivant, pas un martyr mort. Il glorifie Desailly, certes, il lui élève des statues, il donne son nom à des quais et des places, mais c'est une glorification qui sert sa propre légende. En faisant de Desailly un héros antique, il s'associe à sa vertu. Desailly devient le bras droit de Dieu, et Dieu, c'est Bonaparte. Mais il y a des victimes dans cette réécriture. Le général Kellermann, celui dont la charge de cavalerie a physiquement brisé la colonne autrichienne, est le grand oublié. Le soir de la bataille, il s'attend à des félicitations, à une promotion, à la reconnaissance éternelle de la patrie. Lorsque Bonaparte le croise, il lui lance simplement d'un ton froid. « Vous avez fait une assez belle charge. C'est une douche glacée. » Kellermann comprend instantanément. Il n'y a pas de place pour deux sauveurs. Desailly est mort. Il est parfait pour le rôle. Kellermann est vivant. Il est gênant. Il passera le reste de sa carrière à ramer contre cette ingratitude amère, répétant à qui veut l'entendre que si Desailly a donné le signal, c'est lui qui a donné la victoire. Mais sa voix sera étouffée par le vacarme de la propagande impériale. Pourtant, au-delà des égos blessés et des mensonges d'État, les conséquences de Marengo sont tectoniques. C'est un tremblement de terre géopolitique qui secoue toutes les cours d'Europe. À Vienne, l'empereur François II est atterré. L'Autriche, cette vieille monarchie orgueilleuse, dépositaire du Saint-Empire, vient d'être humiliée par une république de parvenus. La grande armée autrichienne, commandée par la haute noblesse, a été mise en déroute par des fils d'aubergistes et d'avocats. La nouvelle de la défaite provoque l'effondrement de la deuxième coalition. L'Angleterre se retrouve isolée, rageuse, voyant son or dépensé en vain pour financer les armées continentales. La Russie du tsar Paul Ier, fascinée par le génie de Bonaparte, commence
a changé de camp, envisageant même une alliance avec la France. Marengo ne donne pas seulement l'Italie à la France, elle lui donne le rang de première puissance terrestre. Le traité de Lunéville, qui sera signé quelques mois plus tard, entérine cette domination. La frontière de la France est repoussée jusqu'au Rhin. Le rêve des frontières naturelles devient réalité. Mais c'est à Paris que l'impact est le plus viscéral. Il faut imaginer l'atmosphère de la capitale avant l'arrivée de la nouvelle. La ville retenait son souffle. Les salons bruissaient de rumeurs. Talleyrand, Fouché, Sieyès, tous ces requins de la politique avaient déjà préparé leur plan pour l'après-Bonaparte. On parlait de remplacer le premier consul. On cherchait un nouveau sabre, peut-être Moreau, peut-être Bernadotte. Si Napoléon avait perdu, il aurait trouvé les portes de Paris fermées à son retour. Le courrier arrive le 20 juin. La nouvelle de la victoire totale, écrasante, miraculeuse, balaye les complots comme un ouragan. Les conspirateurs brûlent leurs papiers compromettants et se précipitent aux Tuileries pour jurer une fidélité éternelle au vainqueur. Le peuple exulte. On illumine les façades, on danse dans les rues. La bourse flambe. En une journée, la légitimité de Bonaparte devient intouchable. Il n'est plus un général putschiste, il est la Providence. Le chemin vers le sacre de 1804 est désormais ouvert. Sans Marengo, pas d'empire. Sans Desailles, pas de Napoléon Ier. Cependant, il serait injuste de réduire Marengo à ses conséquences politiques, car sur le plan purement militaire, cette bataille marque un tournant dans l'art de la guerre. Elle valide une doctrine nouvelle, celle de la manœuvre sur les arrières et de la concentration des feux. Elle prouve la supériorité du soldat citoyen, motivé par le patriotisme et l'honneur, sur le soldat automate des monarchies, dressé à coups de bâton. L'Europe militaire est sous le choc. Elle commence à comprendre que quelque chose a changé. La vieille guerre de siège, lente, méthodique, courtoise, est morte. La guerre napoléonienne est née, rapide, brutale, cherchant la destruction totale de l'armée ennemie en une seule journée décisive. Marengo était le prototype des foudres à venir, d'Ulm à Austerlitz. C'est l'annonce d'une ère, où la vitesse d'exécution prime sur le nombre, où l'audace paye plus que la prudence. Et au cœur de cette révolution martiale, il y a l'ombre de Desailles. Les stratèges du monde entier étudieront son mouvement. Marcher au canon deviendra une règle d'or, enseignée dans toutes les académies militaires, de Saint-Cyr à West Point. Ce n'est pas seulement un acte de bravoure, c'est un principe tactique, la solidarité offensive. Une armée n'est pas une collection de divisions indépendantes, c'est un corps vivant. Si un membre est attaqué, les autres doivent converger, sans attendre, sans hésiter. C'est cette fluidité, cette intelligence collective, qui fera la force invincible de la grande armée pendant 10 ans. Mais revenons un instant sur l'homme, sur ce Louis-Charles-Antoine Desailles, ce noble rallié à la Révolution, ce paradoxe vivant. Il est fascinant de voir à quel point il différait de Bonaparte. Là où Napoléon était ambitieux, calculateur, théâtral, Desailles était modeste, austère, désintéressé. Il vivait comme un Spartiate, dormait sur la dure, partageait la gamelle de ses soldats. En Égypte, il avait administré les provinces avec une telle justice que les paysans arabes le vénéraient comme un saint. Il représentait une voie alternative, une autre France, celle d'une république vertueuse et chevaleresque, loin des fastes de la cour impériale qui allait naître. Sa mort a figé cette image de pureté. Il est resté le chevalier sans peur et sans reproche des temps modernes. Napoléon lui-même, au soir de sa vie,
exilé sur son rocher de Sainte-Hélène, parlera de Desaix avec une émotion intacte. Il dira à Las Cases: « De tous les généraux que j'ai eus, Desaix et Kléber ont été ceux qui avaient le plus de talent. Desaix était tout dévouement, tout caractère. Il ne respirait que pour l'honneur et la gloire. » C'est l'aveu d'un géant qui reconnaît son égal. On peut alors se perdre en conjectures vertigineuses. Si Desaix avait vécu, aurait-il accepté le couronnement de Napoléon? Aurait-il accepté la dérive autoritaire du régime? Lui, le républicain sincère, aurait-il brisé son épée plutôt que de servir un empereur? Ou aurait-il, comme tant d'autres maréchaux, fini par accepter les titres, les châteaux et les rentes? Il est probable que Desaix serait devenu le maréchal Lannes ou le maréchal Davout de l'Empire. Un pilier indéfectible, mais peut-être une conscience gênante. Sa mort a simplifié l'équation pour Napoléon. Elle a éliminé le seul homme qui aurait pu lui faire de l'ombre, non par l'ambition, mais par la vertu. En mourant à Marengo, Desaix a préservé son mythe de toute compromission politique. Il est resté éternellement jeune, éternellement pur, figé dans l'instant sublime du sacrifice. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, son nom résonne différemment des autres. Murat évoque la charge folle, naît la bravoure désespérée, Masséna le pillage et la ténacité. Desaix, lui, évoque le devoir absolu. Il est l'incarnation de la fidélité, non pas la fidélité à un homme, mais la fidélité à la France. Il nous rappelle que les plus grandes victoires sont collectives et que parfois, pour qu'une nation vive, il faut que des individus acceptent de disparaître. Alors que la nuit de l'histoire recouvre peu à peu les détails de la bataille, que les uniformes tombent en poussière dans les musées et que les canons se taisent, il reste cette leçon fulgurante. Marengo n'est pas la victoire d'un tacticien solitaire. C'est la victoire de la fraternité d'armes. C'est la preuve que lorsque tout semble perdu, lorsque l'ennemi est plus fort, plus nombreux, plus arrogant, il reste toujours une chance. Cette chance ne vient pas du ciel. Elle vient du cœur des hommes qui refusent de plier le genou. Elle vient de ceux qui, au milieu du chaos, regardent leur montre et décident qu'il n'est pas trop tard pour vaincre. C'est ce message que l'héritage de fer veut graver en vous. Nous ne sommes pas les gardiens de cendres froides, nous sommes les porteurs de cette flamme. L'histoire de Desaix n'est pas un conte pour endormir les enfants. C'est un manuel de vie pour réveiller les adultes. Face à vos propres batailles, face à vos propres Marengo, quand tout semble s'effondrer autour de vous, souvenez-vous de la 9e légère surgissant des blés. Souvenez-vous qu'un seul acte de volonté peut renverser la table, mais l'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Les échos de Marengo ont traversé le 19e siècle, hanté les tranchées de 14-18, inspiré la résistance. Chaque fois que la France a été au bord du gouffre, elle a cherché en elle ce moment d'essai, ce sursaut vital. C'est une partie de notre ADN national, une ressource secrète que nos rivaux ne comprendront jamais tout à fait. Ils voient nos divisions, nos querelles, notre désordre apparent, et ils pensent pouvoir nous vaincre. Ils oublient toujours qu'au moment critique, il y a toujours un Desaix qui marche au canon. Et c'est ainsi que se forge une légende, pas dans les salons dorés, pas dans les livres savants, mais dans la boue, le sang et le sacrifice. Desaix n'a pas seulement gagné une bataille, il a offert à la France un siècle de grandeur. Il nous a montré que le destin n'est pas une fatalité écrite d'avance, mais une matière brute que l'audace peut sculpter. Son corps repose aujourd'hui loin du fracas des armes, mais son esprit, lui, galope toujours. Il est dans chaque sursaut de fierté, dans chaque refus de l'impossible.
Il est la preuve vivante que la gloire de notre nation ne repose pas sur la chance, mais sur le courage de ceux qui osent dire « en avant » quand les autres disent « c'est fini ». Alors, ne laissez jamais cette flamme s'éteindre. Portez cet héritage comme une armure. Soyez fiers de cette histoire, car elle est la vôtre. Elle coule dans vos veines. Si vous ressentez cette grandeur, si vous voulez que la mémoire de nos héros continue de briller face à l'oubli, rejoignez-nous. Soutenez l'héritage de fer. Abonnez-vous, partagez cette épopée, et si le cœur vous en dit, devenez sponsor de la chaîne pour nous aider à produire d'autres blockbusters historiques. Ensemble, nous ferons en sorte que le tonnerre de Marengo résonne pour l'éternité, à la gloire de la France et à la mémoire de Desailly.